C'est normal. T'es jeune. Comment ça, c'est normal? Parce qu'on est jeune, on doit tout accepter. On doit dire merci d'être stagiaire à vie. On vit mieux dans 9 mètres carrés que les autres. On n'est jamais fatigué, donc on peut travailler 75 heures par semaine jusqu'à 35 ans. On vit tout ça et pourtant, on continue de dire de nous qu'on est feignant, qu'on est égoïste. Qu'on se laisse aller, on est des glandeurs, des paresseux, Prétentieux. Qu'on se bouge pas assez et qu'on travaille pas assez. qu'on s'implique pas. On veut les choses immédiatement, on est impatient, on attend que le monde nous tombe dans la main. Drogué. On n'est pas à la hauteur. On est des racailles. On ne s'intéresse pas à la politique, on n'en a rien à foutre. Ah bon? On est ingérable en entreprise, on ne fait pas leurs demandes, on n'écoute pas les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'en a rien à foutre justement de leur entreprise. Non, c'est pas vrai. On sait ce qu'on veut, c'est tout. On sait ce qu'on veut. Et on le veut maintenant. Ils sont sympas, ces petits jeunes, non? Bon, c'est vrai, ils se plaignent beaucoup, mais on peut les comprendre. Aujourd'hui, 1 jeune sur 4 est au chômage et 1 sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, du jamais vu. Alors pendant des mois, on a collé au basque de 6 d'entre eux. Certains cherchent du travail, d'autres sont déjà dans le grand bain de l'entreprise. On ne vous vend pas la mèche, mais par les temps qui courent quand les jeunes parlent d'emploi, ce n'est pas un cri d'amour, mais un cri d'alarme. Bah oui! Oui. Tiens, on va commencer par Léa. Elle raconte bien les histoires. Hop. À 26 ans, elle est même payée pour écrire des bouquins. Enfin, mal payée. Enfin, en ce moment, pas payée du tout. De l'eau du robinet à boire sans modération. Le constat est globalement rassurant. L'eau du En ces temps de vache maigre, Léa peine à régler son loyer. Mais elle jouit d'un certain privilège. Sa propriétaire n'est autre que sa grand-mère. Oui, allô? Oui, ma Gigi, Bonjour ma chérie. ça va? Bien? Ouais. T'as reçu le virement de janvier? Là, je t'ai envoyé pour décembre. Et normalement, je touche mon pôle emploi genre à la fin, la semaine prochaine. Oui, non, mais c'est pas un problème. Ça, te l'ai déjà dit, Je sais, ma Gigi, plusieurs mais tu fois. sais que je tiens à être réglo. Non, mais de toute façon, ce sont les derniers mois de disette. Après, ça va être la folie. Ah Donc, oui, bah oui. il faut pas décrocher. Je sais qu'il faut pas décrocher. Tu sais que tu décroches, c'est foutu. T'as la mort au bout. Je t'embrasse. Allez. À tout bientôt. À bientôt. Ciao. Ça fait 8 ans maintenant que je ne dépense... Mon plein de courses me coûte 26,35 € à peu près. Parce que j'achète toujours les mêmes choses. Je sais qu'est-ce qui me coûte quoi. Je sais ce que je fais avec quoi. D'ailleurs, petit conseil, mettez du chèvre partout, ça arrange vraiment le monde. La bûchette à 2 € et des brouettes. J'ai réussi à dépenser que 14 € la semaine dernière. 14 € par semaine. Mais je suis pas sortie. Du tout. Mais j'essaye de me faire des petits plaisirs. Je suis partie m'acheter une crème Nivea à 2,33 € au Franprix. J'étais contente. Mais là, on se dit, on sort du truc et... C'était ça, le truc cool de ma journée. Et voilà, et c'est vrai que j'ai envie de... En fait, je suis en train de commencer à faire des listes de choses que je vais m'acheter. Je rêve pas de sac de luxe, je rêve pas de voiture, je rêve pas de... J'ai envie de m'acheter des serviettes de bain moelleuses. Voilà. En ce moment, je pense à ça. Des serviettes moelleuses, un grille-pain, des chaussons à sa taille, du chauffage et du sopalin. La liste de ses rêves est longue, mais Léa ne se contente pas de rêver. Elle écrit. De sa plus belle plume, elle a tout raconté dans son premier livre. Aujourd'hui, elle est même invitée à un forum sur la jeunesse à Bruxelles pour parler de sa vie d'affamée, comme elle dit. Ses jobs alimentaires, ses galères de thunes et ses rêves de serviettes moelleuses. Pourquoi tu ne viens pas déjeuner à la maison dimanche? Ça ferait plaisir à ton père. Maman, je travaille dimanche.
Mais ma chérie, il faut penser à te reposer. Je sais ce que c'est la vie d'étudiante, je comprends, mais le sommeil, c'est important. Maman, je n'ai pas le choix. Ah, mais on a toujours le choix, ma fille. Ben non, Gandhi, nous n'avons pas toujours le choix. Une mère comédienne, un père auteur, Léa connaît les fins de mois difficiles. Mais elle ne s'attendait pas il y a 3 ans à la fin de sa licence en communication à devoir mener cette vie-là. Il y a encore 2 mois, j'étais concierge Airbnb, je nettoyais des chiottes à longueur de journée. J'ai été vendeuse de vêtements, vendeuse de bijoux, vendeuse de chaussures, j'ai été babysitter, j'ai été vendeuse de magazines dans la rue, j'ai été recruteuse de donateurs pour ONG Conseil, j'ai été hôtesse d'accueil, j'ai fait de la Miss Soupli, j'ai fait des ménages la nuit, le jour, dans des entreprises, chez des gens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la saisie informatique, passionnant. Quand on arrive avec 4 sacs Ikea remplis de coupons grands comme ça, écrits à la main avec nom, prénom, adresse, email et qu'on doit tout recopier dans un fichier Excel. Super. 37 employeurs en 24 mois. Des parcours comme celui de Léa, il y en a à l'appel. Jamais les jeunes générations n'ont été confrontées à autant de précarité dans l'emploi. C'est simple. Aujourd'hui, 50% des jeunes actifs sont embauchés en CDD. Dans les années 80, il n'était que 17% à signer ce type de contrat. C'est quoi le problème? Le CDD aujourd'hui n'est plus comme avant une passerelle vers le CDI. C'est un état permanent. Plus que jamais, les jeunes les moins qualifiés sont condamnés au CDD éternel. Les économistes appellent ça la trappe à précarité. Dans la campagne d'Orléans, Benjamin la connaît bien, cette trappe à précarité. Il y est coincé depuis 3 ans. Après son bac pro, ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des études et il a dû enchaîner les petits boulots. À 22 ans, il veut essayer de changer le cours des choses. Il quitte ce soir Orléans pour reprendre ses études à la fac d'Aix-en-Provence. C'est le premier grand départ de ma vie, mais j'y pense pas plus que ça en fait. Je me fais pas trop de soucis. Peut-être que je me rends pas encore compte en fait. Il faut rien oublier parce que c'est pas à côté. Donc 800 km, ça se fait pas comme ça quoi. Quand j'étais petit, je voulais rester proche de ma famille tout le temps. Mais je crois que ce sera pas possible. C'est pour un meilleur avenir, donc faut y aller. Ce déménagement, c'est peut-être la meilleure option qui s'offre à moi. Benjamin veut devenir développeur informatique et mettre fin à cette vie de petit job sans avenir. Depuis 3 ans, il les a enchaînés. Il a fait le ménage dans des bureaux, préparé et transporté des milliers de commandes dans des hypermarchés, cuit des tonnes de steak haché, étiqueté des colis toute la nuit. Benjamin a même été ramasseur de volailles. Et ça, c'était l'expérience de trop. C'est horrible, dans le nez, des plumes tout le temps, une odeur d'ammoniac à cause de la fermentation, des excréments des poules. Il y a des poules qui s'étouffent en dessous d'autres poules parce qu'elles se grimpent dessus pour s'échapper. Donc il y en a qui s'étouffent en dessous. Et des fois, quand tu les mets dans la cage ou tu les attrapes, tu sens que voilà, tu tires un peu trop fort, une patte elle se casse. Et personne, enfin, tout le monde s'en fout en fait. Il faut que ce soit fait vite, vite, quitte à ce que ce soit mal fait, c'est pas grave. Quand t'as 20 ans et que tu fais ça en premier boulot, bah, tu te dis merde, faut que je me batte, faut que je me bouge. Ça nous montre justement que voilà, si dans la vie, si tu te bats pas, si tu donnes rien, bah voilà comment tu finiras à ramasser des poules pendant 40 ans. Je pense que ça intéresse personne. Hein. Benjamin n'a pas fait de grandes études, mais à sa façon, il partage le diagnostic du sociologue Louis Chauvel. D'après les statistiques du spécialiste des générations,
les jeunes comme Benjamin qui ratent leur début de carrière ne rattrapent jamais leur mauvais départ. Des épisodes de chômage, ou même des épisodes de tout petits boulots très dévalorisés par rapport au diplôme, il y a écrit « échec » au milieu de votre CV. Alors que dans une masse d'autres pays, même en Allemagne, c'est normal de faire des bonnes et des mauvaises expériences, et les gens vont regarder la moyenne. En France, on ne va pas regarder la moyenne, on va regarder le pire échec que vous avez eu, et on va dire, tiens, ça, c'est un mauvais CV, il y a une espèce de grosse tache noire dessus, on appelle ça l'effet de cicatrice, c'est-à-dire qu'un choc à l'entrée, surtout s'il prend du temps, s'il laisse des traces dans le CV, c'est pour toujours. 2 petites serviettes pour tes cheveux. Ils sont pas partis, hein. C'est bon, 4 serviettes de bain. Benjamin fait le grand saut avec sa copine Gladys. Aïe, elle a la tête des mauvais jours. Il faut dire que l'aventure, ce n'est pas vraiment son style. Sa sœur jumelle en sait quelque chose. Elle a pas l'habitude de faire ça, je pense qu'elle surpasse un peu ses limites. On est une famille qui n'a pas souvent voyagé, on n'a jamais pris le train en famille, tout ça. Même elle n'a jamais pris le train. Bah si, j'ai déjà pris le RER, ce genre de choses. Le RER. J'ai pris le tram d'Orléans aussi. Mais après, je sais que c'est pour mes études, donc moi je suis prête à partir. Bon, ils ne vont pas non plus au bout du monde, juste à Aix-en-Provence. Mais quand même, ils entrent à la fac. Gladys tente un diplôme de directrice de crèche, et Benjamin, lui, une licence en informatique. On finit tous par partir un jour ou l'autre. Hein. Faut que tu fasses attention. Ouais, t'inquiète. Et pas de conneries, Benjamin. Ça paie. Toi, tu prends quand, là, les cours? 5. Le 5 septembre. T'inquiète. Ça va être chaud, hein. Non, ça va le faire. Il va falloir que tu tiennes bien. Ouais, ça va être facile. Et puis tous les deux, après, voilà, il n'y a plus personne autour de vous, là. Et que tu fasses tous tes papiers en temps, en heure. Quand tu reçois un courrier, tu sais, même à l'école. Non, ça va le faire. Ouais. Je vais faire attention, bien m'organiser. Quand tu reçois un courrier, tu lis. Si tu sais pas, tu m'appelles. Si je peux le régler par ici, je le fais. Mais sinon, il faut tout faire en temps, en heure, sinon ça va être la galère. Hein. Ouais, ça va être dur. Ouais, ça va être dur, ouais. Mais bon. On espère qu'ils tiennent, c'est tout. Qu'ils partent pas comme ça, sur un coup de tête, et puis pas revenir dans 6 mois parce que finalement ça va pas, on revient. Ce serait dommage, quoi. Et voilà. Qu'à partir. Du haut de leurs 22 ans, Benjamin et Gladys doivent se débrouiller seuls pour vivre dans le Sud toute l'année. Comme eux, en France, un tiers des familles n'ont pas les moyens de financer les études de leurs enfants. Et là, on est arrivé. Hein. À Aix-en-Provence, le couple n'a pas eu trop le choix. Leur logement étudiant, ils ont fini par le trouver dans ce camping. Dans un coquet mobil-home de 24 mètres carrés. Moi, toi. Ouais, 2 étages à Et chacun. là, c'est une penderie, c'est bon. Chaussures en dessous. Ouais, c'est bon. C'est pas super grand, mais ça ira bien. Hein. C'est moins cher dans certains cas de prendre un mobil-home. C'est plus détendu. Ça fait plaisir quand on rentre chez soi le soir. On peut aller à la piscine, on peut se poser en terrasse. En appartement, on peut pas faire tout ça. Je préfère vraiment décontracter, ma petite maisonnette. C'est mieux. Décontracté, pas tant que ça. À peine arrivé, Gladys sort le cahier de compte. Je sais pas quand est-ce que je touche la CAF, mais je préfère pas compter dessus. Sachant qu'on va avoir la bourse. Ça arrive vers la fin septembre. Et le loyer, c'est le combien? Les revenus du couple sont maigres. Ils ne peuvent compter que sur leur bourse étudiante de 450 € chacun. Et une fois payé leur loyer, il ne leur restera pas grand-chose pour vivre à la fin du mois.
Non, mais je pense que si on y met un peu du nôtre, même en trouvant un petit boulot après. Moi, je pense que je travaillerai pendant mes vacances scolaires, ce qui me permettrait d'avoir un petit revenu. Pour moi, c'est impossible de tomber dans le négatif. Je trouve qu'une fois qu'on tombe dans le négatif, après, c'est un peu comme un cercle vicieux, je dirais. Pour s'en sortir, Benjamin fait le pari du diplôme. Et les statistiques lui donnent raison. Le chômage chez les diplômés du supérieur n'est que de 10%. C'est presque 5 fois moins que chez les non-diplômés. Encourageant pour Benjamin, mais sa rentrée dans quelques jours ne va pas du tout se passer comme il l'espérait. Il est 2h du matin, je suis en train de remplir les cotisations sociales pour l'entreprise, c'est un peu fatigant. J'ai plus de coca, j'ai plus de Red Bull, j'ai presque plus de clopes. Je suis en train de ranger l'appart, je dois bosser tôt demain donc je vais pas dormir. Je suis un peu épuisé, voilà, ça va être long. Lui, c'est Martin. Contrairement à Benjamin, il ne veut plus entendre parler des études. Après le bac, il a préféré monter très vite sa petite entreprise. À 21 ans, il vit dans cet appartement, seul comme un grand. Enfin, un grand enfant. Hop. Bah là, on a la pièce principale, là, donc le lit. Là, on a l'entrée. Normalement, il y avait une porte et donc j'entends en fait toutes les nuisances, donc c'est vachement agréable d'entendre les gens bourrés rentrer. Là, on a la cuisine que je n'utilise pas et en fait, ça se voit. J'ai pas le temps de cuisiner. Je sais pas cuisiner d'ailleurs. En fait, je foire les pâtes, le riz, je foire toute la cuisine. C'est complètement le bordel. Il y a des trucs qui traînent. C'est un peu abstrait, quoi. Voilà. Mon frigo, il y a strictement rien, si ce n'est une bière qui traîne là depuis facile 6-7 mois que j'ai même pas eu le temps de boire. Qu'est-ce que tu manges alors? Je commande des trucs ou je saute plein de repas, je mange un jour sur 2, un jour sur 3. Enfin, je trouve qu'en fait la bouffe c'est assez superflu en fait. C'est-à-dire que si je pouvais avoir l'opportunité d'avoir une pilule qui me permette de virer tout ça, virer les besoins alimentaires, enfin franchement je la prendrais, quoi. J'ai pas une hygiène de vie super équilibrée. Enfin, quand t'as envie de dormir et qu'il est 2h du mat et que t'as une super idée et que tu commences à noter et puis en fait tu te rends compte qu'il est déjà 6h, tu fais merde, je suis... merde, quoi. Hop. Bon, c'est plus facile pour lui. Il vient d'une famille aisée. Ses parents ont les moyens de lui verser chaque mois 2000 € pour son loyer et ses dépenses du quotidien. Sans eux, Martin n'aurait jamais pu monter Sansa, un site internet qui donne la parole aux démunis. Sansa comme sans-abri, sans argent, sans avenir. L'avenir de Martin, lui, est plutôt sur la bonne pente. Le cancre à l'école est en train de devenir un jeune patron qui fait parler de lui. Changer son rapport à l'action, c'est instaurer des moments de non-action. Presque un modèle, Martin. Dans cette école de commerce, il est invité à partager son expérience d'entrepreneur. Sur scène, façon Steve Jobs. Très tendance dans le petit monde des start-upers. Ils appellent ça une conférence inspirante. Bon, mais avant d'inspirer, Martin ferait bien de respirer un peu. Merci d'accueillir Martin Pesson. Bonsoir. En 2013, à 18 ans, j'ai décidé d'agir et de donner un sens à ma vie. J'ai créé Sansa. Quand j'ai eu cette idée, j'avais 18 ans. Je venais de me faire virer pour la seconde fois d'un lycée. Pourquoi? Je vendais des cigarettes électroniques dans les couloirs. Mes parents étaient complètement déprimés et se demandaient ce qu'ils allaient faire d'un gosse pareil. J'ai eu l'envie de me mettre dans la peau d'un sans-abri pendant 1 semaine. Finalement, cette expérience, elle n'aura duré qu'1 journée. Psychologiquement, c'était l'une des épreuves les plus violentes de ma courte vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais rendre visibles les invisibles en racontant leurs histoires et ainsi changer leur regard. Ma mère, elle est super fière de voir que je m'engage pour une cause juste. Mon père, lui, pense que ça va me passer. Et si dans 6 mois, Sansa se plante, je sais que j'aurai tout essayé. Vous vous demandez peut-être comment le site de Martin gagne de l'argent. Ouais, une surprise. Ouais. Eh bien, Martin a tout compris aux réseaux sociaux. Figurez-vous qu'il a réussi à récolter 37 000 € sur Internet,
de la part de gentils donateurs, des inconnus sensibles à sa cause. Je vous demande juste de venir un peu vers le milieu, comme ça on se voit tous, c'est plus sympa, plus convivial. Martin les a réunis. Sa communauté virtuelle devient ce soir bien réelle. Donc déjà, je commence par un mot tout simple, c'est merci. Merci d'être là, merci d'être présent, merci d'avoir contribué. Vous avez remarqué l'âge des donateurs, des jeunes comme Martin. Pas si étonnant, cette génération est beaucoup plus engagée qu'on ne le croit. Aujourd'hui, un jeune sur 5 donne de son temps à une association caritative. C'est 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Martin est à l'image de cette jeunesse, concernée. Il n'y a qu'à le voir avec Jean-Claude, le premier SDF à qui Martin a donné la parole sur son site et qu'il met à l'honneur ce soir. C'est bien là ? C'est super beau. Ça le fait, hein. Voilà. La nouvelle version de Sansa. C'est ça, c'est bien la bonne orthographe, toi qui es master en... Ouais, la maison, les Jean-Claude vous attendent. On est bon. Le soir où tu fais un barbecue, on fait un Facebook Live et les gens peuvent te poser des questions et tu montres comment tu fais ton barbecue. Eh bah, Jill. Moi, en fait, j'irai surtout pour la bouffe. Eh bah, voilà, j'ai bien compris. Ça te va, Jill ? Eh bah, avec plaisir, on viendra manger. Bah oui, t'as... Ah bah, les câlins. Parce que le chien, il mange que pas. Bien sûr, bon. Eh bah, en tout cas, ça t'a plu ? C'est sympa, mais putain. C'est plus que ça. On parle jamais des sans-abri sur un truc, c'est l'intimité, leur vie privée, on n'en parle jamais. Comment on va aux toilettes, comment est-ce qu'on gère quand on a ses règles, comment est-ce qu'on va se laver. Ok, bon, voilà, ok. Pour l'instant, Martin ne se verse aucun salaire et il n'a pas les moyens d'offrir des locaux à son entreprise. Est-ce que ça fonctionne à poil, c'est nickel. Voilà, celle-là au milieu. Mais il vient d'embaucher sa première salariée, Louise, une jeune journaliste qu'il paye au SMIC. On ne compte pas ses heures, on travaille sur un bout de trottoir. Voilà, mais c'est pas trop moche, hein, non ? C'est l'entreprise nouvelle génération, selon Martin. Ça aurait pas été plus tranquille d'être salarié? Ah ouais, on va être très honnête, j'ai fait des stages, ils ont plus tenté de me virer que de me garder. Par exemple, moi, j'ai jamais compris ce concept de t'arrives à 8h et tu termines à 17h. Je comprends pas. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie d'arriver à 10h, du moment que le job il est fait, etc., pourquoi vous m'imposez un fonctionnement? T'as les bureaux qui sont fades et qui sont absolument ignobles, où c'est aseptisé, où il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'humeur, il n'y a rien, c'est vide, les bureaux sont en espèce de tech ignoble. Là. Le stéréotype même du bureau où tu t'arrives, c'est tu fais fonctionner la machine à café, tu te poses et tu bosses, c'est ignoble. Si on a des bureaux, par exemple, on installera des énormes poufs si on a envie de travailler là-dedans, des canapés si tu as envie de bosser allongé. Les gens font comme ils veulent. Qui on est pour dicter, qui on est pour imposer aux gens une norme. C'est comme quand on est petit et qu'on marche pieds nus, les parents disent tu vas attraper froid. Ouais, manque de bol, on n'attrape pas froid par les pieds en fait. Le rhume c'est un virus, c'est pas le froid. Et c'est que des petits trucs comme ça, des espèces de normes. Pourquoi par exemple on mange le dessert avant, après le plat principal alors qu'on pourrait le manger avant. Pourquoi? C'est-à-dire que laissons les gens faire comme ils veulent. Martin refuse de faire comme tout le monde, à tel point qu'il n'a même pas réfléchi à un modèle économique pour sa boîte. Mais donnons-lui rendez-vous dans quelques mois, lorsque les 37 000 € récoltés auront fondu. C'est pour remettre en place ma touffe. Pour que ce soit, tu vois, du naturel soigné quand même, quoi. Faut que ça se voit que je suis coiffée. Anna, c'est un peu Martin en fille, libre et révoltée. Mais Anna vient d'un milieu très modeste. Elle a dû se battre pour devenir quelqu'un. Prendre un crédit pour financer ses études dans une école de commerce réputée. Et maintenant, elle cherche un travail bien payé. Ça, c'est Anna en mode professionnel. Ça me permet aussi de me conformer un peu plus aux règles. Puis j'aime bien, c'est un petit côté impressionnant. C'est mieux que le jogging. En fait, habillée comme ça, je suis à mon niveau de Bac plus 5, en fait. Alors que, si je le dis, tout le monde va me croire, quoi. Si je le dis et que j'ai des baskets et un jogging, ça va être moins crédible. C'est complètement débile, hein, mais c'est comme ça. L'entreprise, ses règles,
ses normes, c'est un monde très éloigné de celui d'Anna. Son père est ouvrier agricole, sa mère femme de ménage. Mes parents, ils n'ont pas fait d'études supérieures, c'est des émigrés. Je suis la première génération en fait à avoir fait des études supérieures dans ma famille. Donc voilà, dans mon entourage, je peux pas vraiment compter sur cet appui-là, quoi. Ça doit être par là, en fait. Là, c'est cours Michelet. Anna a rendez-vous dans une tour de la Défense avec l'un des cadres dirigeants d'une multinationale. Ce n'est pas un entretien d'embauche, il la guide dans sa recherche d'emploi. Allez, asseyez-vous. Bon, comment ça s'est passé depuis qu'on s'est vu? Il s'est passé beaucoup de choses, ouais. Sébastien Bachelier la reçoit une fois par mois bénévolement. C'est l'un des parrains de l'association Nos quartiers ont du talent. Postuler, c'est aussi un exercice. Entraînez-vous à aller passer des entretiens. Vous êtes quand même beaucoup dans le contrôle. Maîtrisez beaucoup votre sujet. Oui. Non? Si, complètement. Mais il faut aussi apprendre à lâcher un peu, à aller en entretien. Vous allez passer une demi-heure ou 45 minutes avec quelqu'un. Et puis le jour où ça sera la bonne entreprise avec la bonne personne, vous aurez appris à parler naturellement du prix de votre salaire, etc. Mais est-ce que moi, je peux arriver et prétendre à 40 000 alors que la moyenne, elle n'est pas vraiment à 40 000, quoi? 40 000, c'est un peu le maximum. C'est peut-être prétentieux, en fait. Et en quoi c'est gênant? Moi, j'ai l'impression que c'est tabou, quoi. Non, c'est pas tabou. Je travaille, je suis payé par mon entreprise. Ça me rassure d'entendre ça, parce que justement, à chaque fois que je demande à quelqu'un combien tu gagnes, c'est ça se demande pas trop, ou même en entretien. Ok, là, il faut parler d'argent. Et puis, si vous savez pas, moi, je vous dis, c'est 35 000, c'est 40 000. Voilà, je vous ai donné 2 choix. Choisissez, vous préférez payer 40 000 par an brut ou 35 000 brut par an? Voilà, bon, vous avez votre réponse. C'était très simple, en fait, ce sujet-là. Bon, vous avez déjà eu cette vue? Ah ouais? C'est pas mal, hein? Ah ouais, c'est sympa. On y croirait presque à son sourire envieux et à ses yeux qui pétillent. Ah oui, au 17e étage ici, donc... À son désir de travailler dans une tour pour une entreprise comme celle-là. Merci beaucoup. Mais on commence à la connaître, Anna. Et on n'y croit plus beaucoup. Voilà. Là, c'est bon. On ne dirait pas en la voyant comme ça, mais Anna est encore très marquée par sa première expérience professionnelle. C'était il y a 1 an, à la fin de ses études, elle travaillait comme assistante marketing au siège d'une multinationale. J'avais signé pour 2 ans et finalement, je suis partie au bout de la première année. Pourtant, je voyais dans les yeux des personnes à qui je parlais, quand je leur parlais de mon entreprise, de ce que je faisais, waouh, c'était de l'admiration. Mais moi, au fond de moi, je me disais, mais je vous donne ma place quand vous voulez, quoi. C'était la catastrophe. Je vomissais le matin. Je pouvais rien avaler parce que tout ressortait. Et dans le service où j'étais, j'avais l'impression que tout le monde mettait un masque, que tout le monde était bien tous les jours. Ou s'ils étaient pas bien, il fallait faire semblant. Et moi, je ne sais pas faire semblant. Mais je sais pas, aujourd'hui, je me dis à quoi ça sert en fait. Parce que, ouais, ok, je vais travailler dur, je vais faire des dépressions au travail, c'est cool, je vais gagner plein d'argent, je vais pouvoir aller en vacances à Hawaï en décembre, me la raconter auprès de mes copines, acheter 10 000 paires de talons, super. En fait, je suis un peu... Il y a 2 parties de moi, on va dire, qui se confrontent. Parce qu'on va pas se mentir, moi j'adore le shopping, j'ai envie de voyager, oui, pourquoi pas Hawaï. J'ai envie de pouvoir faire du ski, faire ce que je veux en fait. Manger bio, aller chez l'ostéo tous les mois. Oui, donc tout et son contraire. Bah oui, mais c'est pour ça que je suis perdue. Faut que j'aille voir un psy. Anna, Martin, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'entreprise? Ils se sont donné le mot où il y a un vrai problème entre cette jeunesse et le monde du travail. Emmanuel Duez connaît bien le sujet. Son cabinet de conseil intervient dans des sociétés qui ne savent plus comment manager cette génération qui se pose beaucoup de questions. Ce qui réunit quand même pas mal d'individus de cette génération, c'est la quête de sens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle cette génération Y, parce qu'en anglais, why, ça veut dire pourquoi.
Et Y, c'est Y. Et en l'occurrence, je pense que c'est une génération qui pose la question du pourquoi, en fait. Vous avez des quinquagénaires ou des quadragénaires qui disent « Mais en fait, arrête de me poser la question du pourquoi. Je t'explique comment faire, donc tu fais. » Et en face, des jeunes vingtenaires ou trentenaires qui disent « Mais en fait, peu importe le comment, à partir du moment où je n'ai pas le sens de mon action, je ne vais pas bouger. J'ai pas le sens pour me lever le matin, j'ai pas le sens pour m'engager, je ne comprends pas à quoi ça sert. J'ai la conscience du fait que vous êtes archaïque et un peu à côté du monde de demain. Jamais de la vie, en fait, je vais m'engager pour toi. Parce qu'en plus, t'as plus rien à me promettre sur le long terme. À la fin, il y a une question qui reste. C'est à quoi tu sers, toi, entreprise? Pourquoi je vais m'engager pour toi? Quel projet de société on sert? Quel impact sociétal on peut avoir? Pour de vrai. Pas un truc bullshit en mode on va sauver les baleines. À quoi elle sert, cette entreprise? Et donc, à quoi sert l'engagement des collaborateurs? Aujourd'hui, Anna touche 900 € de chômage et elle n'attend pas les bras croisés que l'entreprise idéale daigne l'embaucher. Depuis quelques mois, elle essaie de créer sa propre boîte. Anna rêve d'importer ce shampoing brésilien en France. Donc c'est un produit spécialisé dans le traitement des cheveux bouclés, frisés et crépus. Ça permet d'assouplir le cheveu, mais tout en respectant la structure naturelle du cheveu. C'est assez technique et scientifique. Là, ton ami, par exemple? Ouais, moi j'ai fait... Bon, là, ça se voit pas trop parce que je suis pas vraiment coiffée. Mais il est trop bien. Moi, je veux importer ce produit en France. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je rencontre les dirigeants de l'entreprise pour leur dire qu'il faut qu'ils viennent en France avec moi. Eh bien, elle l'a fait. Il y a un mois, Anna est vraiment partie au Brésil. Avec son sac à dos sans un sou et sans carnet d'adresse, Anna a débarqué un beau jour devant le siège de cette gigantesque multinationale. Au culot. Et vous savez quoi? Elle a été reçue. Et pas par n'importe qui. Le Big Boss, pendant 2 heures. Et il lui a même fait une promesse, se pencher sérieusement sur son offre et lui donner très vite une réponse. Voilà, j'attends. Donc c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me projeter sur autre chose. Parce que c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Revoilà Léa. Elle débarque à Bruxelles dans ses petits souliers. La jeune auteure est l'invitée d'honneur d'un débat sur la jeunesse. Elle, Léa, qui pendant toutes ces années de galère, s'était sentie si peu considérée. Aujourd'hui, on lui offre le voyage et l'hôtel pour le seul plaisir de l'écouter. Alors cette chambre, Léa? Taupe. Taupe rétro, je dirais même. Ou vieille taupe, comme on dit en Belgique. Non, elle est cool, c'est lumineux, c'est cool. Le lit, on peut tous se mettre dedans. J'ai jamais eu un lieu aussi grand. J'ai pas trop l'habitude des hôtels. Et puis j'ai le petit déjeuner inclus. Et ça, c'est ce que je dis, je vais rentrer avec des chocs à pic dans les poches, moi je pense. Très souvent, je me dis, mais pourquoi? Juste j'écris, quoi. Parce que pour moi, travailler, Travailler, c'est quand je suis payée 7 € de l'heure à récurer des chiottes. Ça, c'est vraiment du travail. C'est chiant, c'est pénible, ça me met mal. Quand on me met devant un ordinateur ou qu'on me demande de m'exprimer en public, c'est cool. Alors, ça peut m'angoisser, ça peut me mettre le trac, c'est pas... j'y vais pas forcément les mains dans les poches, du tout. Mais c'est pas du travail. C'est juste être ce que je suis. Donc, c'est trop bien. Ce n'est pas du travail, mais tout de même. Ce colloque est un événement à Bruxelles, où la pauvreté chez les jeunes a atteint des sommets. 400 travailleurs sociaux sont réunis pour tenter de trouver des réponses. La française dans tout ça, c'est la voix de la jeunesse, au milieu des anciens bardés d'expérience. Mais c'est bien connu, les vieux singes n'apprécient pas qu'on leur apprenne à faire la grimace. Merci beaucoup. Bon alors bonjour à tous et à toutes. 53% des Français considèrent le jeune comme égoïste et 63% comme paresseux. Et quand on regarde les médias, quand on écoute les politiques, on est des espèces de loques comme ça, avec les écouteurs branchés sur nos téléphones, naïfs, candides, crédules. Le jeune est naïf, c'est sa force. C'est pour ça que tu viens ici devant nous avec tes idées, ton bouquin, etc. C'est parce que tu es naïf. Et c'est un compliment, ce n'est pas une critique.
Ça, c'est une chose. C'est difficile à recevoir, mais ok. Non, mais prends-le vraiment comme quelque chose de positif. Tu te bats contre les moulins à vent, quelque part. Des fois, presque, j'entends, presque. Quelque chose de l'ordre de la victimisation, presque. Hein. Un peu victime de... On ne nous aime pas, tu vois. Mais bon, c'est vrai, mais en même temps, attention à ça. Ouais, les jeunes, c'est très difficile, mais dès que tu as 50 ans, aujourd'hui, il vaut mieux pas que tu aies de difficultés de boulot, quoi. Bien sûr, quand on a 50 ans, c'est compliqué aussi. Sauf que moi, j'ai le sentiment... Enfin, il y a un truc qui m'embête, c'est de me dire de voir des jeunes de 20 ans fatigués. Ça m'arrive souvent de me dire, putain, il me reste 60 ans comme ça. Je vais jamais tenir. Je vais jamais... j'ai l'impression d'avoir déjà tout donné ces 3 dernières années. Comment... Et puis, c'est pas fini. Et puis, en plus, il y a Marine Le Pen qui arrive, et puis Trump, et puis... La réponse est oui, à l'évidence, il y a un problème. Et non, parce que tu es jeune et naïve et que tu vas un pas trop loin. Ça devient énervant, là. Moi, quand je marche dans la rue et que je vois la tronche des adultes, je me dis, mais il faut absolument pas que je ressemble à ça dans 20 ans, quoi. Il faut que je me débrouille parce que je vous sens triste, je vous sens résigné, je vous sens abattu. Et moi, je veux tout faire pour pas... Voilà, c'est ça le conflit des générations. Un dialogue de sourds. Quand on est vieux et qu'on est plus jeune, vous avez de l'incompréhension générationnelle normale. Et puis vous avez des discours qui sont hyper faciles en disant les jeunes, ah là là, ils sont impertinents, ils sont arrogants, ils sont insolents, ils sont ceci, ils sont cela. Et je pense que dans toutes les organisations et dans toutes les cultures, on retrouve toujours le même phénomène. C'est Hésiode en 720 avant Jésus-Christ qui disait déjà « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de mon pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. » 720 avant Jésus-Christ. Il était dégoûté des jeunes parce que lui-même étant vieux. C'est normal, t'es jeune. C'est normal, t'es jeune. Tu verras après... Ah mais attends, après c'est pire, Léa. Ah bon? Et donc, parce qu'après c'est pire, j'ai pas le droit de dire aujourd'hui que c'est pas cool? Bah non, parce que t'as pas encore commencé ta vie. Mais si, j'ai commencé ma vie, en fait. Ça fait des années qu'elle a commencé ma vie. S'ils pensent qu'il y a rien à faire, bah faites rien et ne nous aidez pas. Donc qu'est-ce que tu fous ici? Tu vois, si tu penses qu'il y a rien à faire, qu'est-ce que tu fous dans ce forum? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai envie de faire quelque chose pour moi. J'ai envie de faire quelque chose pour la génération qui me concerne et celle de ma petite sœur. Moi, je pense qu'il y a toujours un truc à faire. À Aix-en-Provence, le rêve de Benjamin a du plomb dans l'aile. Il se voyait reprendre ses études, mais le jour de la rentrée, la fac a refusé de l'inscrire. Elle l'avait pourtant invité à se présenter avec son dossier, comme les autres étudiants. Il m'avait dit que c'était bon et au final, tu tapes 800 km, tu fais ton déménagement, tout ça, tu t'engages à payer ton loyer et tout. Et au final, on te dit juste que c'est juste pas possible, quoi, et on te donne pas plus d'informations que ça. Il y a forcément un fauteuil dans l'amphithéâtre, ça change pas grand-chose. Donc franchement, si la responsable, elle en a envie et qu'elle veut vraiment, bah, elle peut me prendre. Même elle le sait très bien. C'est pas une place qui leur change quelque chose concrètement. En fait, Benjamin ne rentre pas dans les cases. Après son bac pro, il a enchaîné 3 ans de petits boulots. L'université considère donc qu'il est sorti du système, que c'est un salarié qui ne dépend plus de la fac. Mais c'est une simple règle, l'université est libre si elle le veut de lui donner sa chance. Le syndicat étudiant m'a dit que sous dérogation, vous pouviez m'accepter en formation initiale. Je suis désolé, mais quelqu'un qui a son bac pro en 2012 et qui n'a pas fait de maths pendant 4 ans, on ne le prend pas. Et après, il y a autre chose. Si vous êtes en bac professionnel, ça veut dire que vous avez un niveau 3e pour les maths. La réalité, c'est que les bacs pro, ils ne réussissent pas en licence informatique. D'accord, donc en gros, sous prétexte qu'il y a 0% de bac pro qui réussissent, vous ne voulez pas m'accepter? Pour réussir en licence informatique, il faut avoir le niveau du bac S. Prouvez-le que vous êtes motivé à repasser le bac S. Ce qui me motive, c'est d'avoir la licence, parce que moi j'ai un projet professionnel derrière, devenir développeur informatique, et pour ça j'ai besoin de cette licence. Eh ben, vous passez un bac S avant. En fait, vous en avez strictement rien à faire du coup que de laisser un étudiant comme ça. Mais attendez. Là, je retourne chez moi à 800 km d'ici sans avoir fait mes études et je continue à me taper du McDo toute ma vie, ça. C'est pas moi qui suis responsable du fait que vous avez un bac pro, c'est pas moi qui suis responsable du fait que vous avez bac pro, on en revient en bac pro en fait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que j'ai un bac pro. Vous pouvez le dire clairement. Vous êtes vraiment un pervers, excusez-moi. Un comment? Un pervers. Les choses, je suis carrément un pervers, d'accord. Enfin, je suis motivé, justement, j'essaie de tout faire pour reprendre mes études. Un bac pro peut travailler et réussir la licence. C'est pas parce qu'il y en a jamais eu qu'il y en aura jamais. Je vois que vous comprenez rien à ce que je vous dis. Moi, je vous dis la réalité. Alors, on va revenir
Je vais tout réexpliquer parce que vous avez rien compris. Là, tu te sens comme une merde, tu te sens comme un moins que rien, comme... T'existes pas, t'as aucune importance, t'es tout en bas et c'est là, à ce moment-là, que tu t'en rends bien compte qu'en fait, t'es tout en bas de l'échelle et que pour gravir les échelons, bah tu peux t'accrocher. Hein. Et on te donne même pas ta chance, c'est même pas on te donne ta chance, on essaye de faire quelque chose. Non, tu viens de bac pro, ça sert à rien pour toi, c'est bac pro, non, professionnel, non, c'est pas pour toi. Fataliste, Benjamin? Pas tant que ça. En sociologie, ce qu'il décrit a un nom, la reproduction sociale. En gros, c'est l'idée qu'un fils d'ouvrier aura beau faire tous les efforts, il a peu de chances de devenir autre chose qu'ouvrier. Et cet immobilisme serait largement favorisé par notre système scolaire. C'est la thèse du politologue Thomas Guénolé, auteur de nombreux écrits sur la jeunesse. Le modèle éducatif qu'on nous a construit fonctionne comme une société de caste. Le bac pro est tout en bas. Il est considéré comme vous êtes là-dedans parce que vous avez échoué sur tout le reste. Et non pas parce qu'il se trouve que vous êtes doué pour, je ne sais pas moi, pour fabriquer des objets avec du bois. Si vous arrivez dans cette case, c'est parce que vous avez été sélectionné par l'échec sur tout ce qui précède. En fait, le système éducatif français est organisé comme l'ascension du mont Everest. Donc on démarre tous gamins l'ascension du mont Everest. Et le sommet du mont Everest, c'est diplômé, polytechnique, ENA, tout ce que vous voulez. Bon, la bête à concours, c'est Emmanuel Macron par exemple. Bon, et donc quand vous commencez cette ascension, au fur et à mesure, comme on n'est pas tous calibrés, outillés, appelez ça comme vous voulez, pour atteindre ce sommet-là, qui n'est qu'un sommet possible parmi d'autres après tout, dans la vie, si on n'est pas outillé pour ça, à un moment donné de l'ascension, on va s'écrouler. Et l'altitude à laquelle vous vous écroulez va déterminer votre position sociale pour le restant de vos jours. Ça va? Comment ça s'est passé? Mal. Ils te font tourner en rond. Ils te renvoient sur les mêmes choses à chaque fois, tu vois. Et pour moi, c'est dégueulasse. Les gens, chacun son poste dans l'administration. Ils sont pas motivés. Bah, tant pis. Voilà, c'est chacun son poste et quand c'est toi, tu vois, c'est chacun sa merde. C'est décourageant. Ouais, bah ouais, je me doute bien. Moi, je trouve ça abusé. Enfin, je sais qu'il a vraiment des grandes capacités à réussir et qu'il a en plus des facilités au niveau scolaire. Donc, pour moi, je sais très bien que si il reprend cette étude dans un domaine qui lui plaît, son diplôme, il l'aura, quoi. Je sais très bien qu'il est motivé pour ça. Le fait qu'elle soit là, c'est ma ligne de vie, tu vois. Sans elle, j'en serais pas ici, tu vois. Ça me permet elle me tire vers le haut à chaque fois, elle me pousse, sans elle, c'est clair, j'en serais pas ici. C'est tout seul, quand t'es tout seul, ton combat, il est encore plus dur. Un petit peu de piment. Fais pas tes mélanges bizarres. Hein. N'importe quoi. Je sais pas. Non mais tu fais cramer les courgettes, après tu fais tomber le truc. Je me suis fait mal. En plus, c'est déjà l'ongle que j'ai perdu là. Oh, pas fou. Ça fait mal ce truc là. Je suis désolée, je suis vraiment pas bonne à marier. Comme vous le voyez, Benjamin et Gladys se sont installés à un nid douillet dans leur mobil-home. Non mais déjà, t'aurais dû les couper plus fines, elles auraient cuit plus vite. Mais sans la bourse étudiante de Benjamin, ils n'auront plus les moyens de payer le loyer. Si jamais on arrive à plus pouvoir payer du coup le loyer du mobil-home, on peut très bien se retrouver du jour au lendemain à devoir retourner sur Orléans, et bien sûr que mes études seront compromises du coup. Hein. Et je pourrais pas finir mon année ici et c'est angoissant. Là, on est tout seul, donc il n'y a pas de parents pour nous aider, il n'y a rien du tout. Donc si en gros, si on merde, c'est terminé, quoi. Donc on n'a plutôt pas intérêt à déconner. Et tout ça travaille bien la tête et ça te bouffe le moral facilement pour rien. Et faut pas, quoi. Ah ouais, 100 € de charge. C'est des ouf. Le mobil-home leur coûte 650 € par mois. Ils cherchent un logement plus abordable. Celui-là, ça va, il a l'air pas mal. Hein. Viens voir vite fait. Après, c'est pas très beau le carrelage et tout, tu vois, mais 35 mètres carrés, terrasse, 600. Ça va, il a l'air pas mal, non? C'est vraiment pas loin. Mais par contre, les charges, ils abusent un peu. 500 plus 100 de charges. Ouais.
Franchement, le mieux, ce serait de trouver un meublé, Ben. Ah ouais, mais il y a déjà pas beaucoup d'annonces, donc si on se limite au meublé, Ouais, je sais. ça va être un peu chaud. Je finirai pas à l'intérim. Là, après ça, t'es prête? Ça, c'est bon, beau gosse, ça fait classe. C'est une tenue qui inspire confiance, propriétaire et employeur, non? T'es employeur, tu me recrutes avec cette tenue? Oui, je sais, je me suis trompé dans les boutons, t'inquiète. Bon, allez, go. Gladys et Benjamin ont peut-être déniché leur futur logement. Ils visitent ce matin un appartement 100 € moins cher que leur mobil-home et bien situé dans Aix-en-Provence. Le propriétaire est un retraité qui possède plusieurs appartements à louer. Bonjour. Il est quand même mieux aménagé que les autres, sincèrement. Vous êtes fumeur ou pas fumeur? Non, pas fumeur. Bon, vous y réfléchissez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le garant ait les moyens, hein, parce que Oui. si le garant n'a que 1 500 € par mois, c'est pas la peine, il peut pas. Ou alors c'est la banque qui se porte garant. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème, parce que tous les parents, ils avaient tous des professions libérales, ils avaient les moyens. Voilà, donc ça m'inquiétait pas. Mais je peux pas se porter garant, c'est quand même quelque chose d'important pour les gens, se porter garant. Mais c'est pas un papier bidon. Pas du bidon. Alors s'ils ont après une maison ou autre, ça peut être la vente de la maison ou autre. Je ne peux pas rentrer dans ces extrémités. Donc il faut qu'il ait les moyens. Vous remarquez la mine déconfite de Benjamin et Gladys? Leurs parents n'ont pas de revenus suffisants pour se porter garant. Ils ne pourront pas louer cet appartement. Comme 7 jeunes sur 10 en France, ils ont d'énormes difficultés pour se loger. Voilà. Vous pensez que vous avez eu plus de chance? On avait aussi moins d'exigences. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais une chambre avec un lavabo. Hein. Vous savez, moi, j'ai fait des études, mais je n'étais pas d'un milieu favorisé. Hein. Comme ça, mon père, il était domestique. Hein. Bon. Et à l'époque, c'était une école privée. Pour mes études d'ingénieur, il fallait payer, ils se sont enseignés. Hein. De quoi sera fait notre avenir? Il faut faire des trucs comme moi, j'ai investi dans des maisons, des choses comme ça. Je ne voyais pas. C'est sûr, vous semblez avoir bien réussi. Mais vous n'avez pas grandi à la même époque que Benjamin et Gladys. Vous qui avez eu 20 ans dans les années 60, vous faites partie des baby-boomers, une génération bénie des dieux. Vous avez connu les 30 Glorieuses. Une période de croissance exceptionnelle. C'était le plein emploi. Vous aviez du travail, des salaires élevés. Et vous pouviez rêver à de longues carrières. C'était aussi plus facile d'acheter son premier logement. Les prix étaient bas, comme les taux d'intérêt. Le bonheur, quoi. Vous avez eu raison d'en profiter. Vous vous êtes fait plaisir. Mais un jour, la croissance a fichu le camp. Et la dette publique a gonflé, gonflé, gonflé. Et personne ne s'en est préoccupé, persuadé que la croissance reviendrait. Et quand il a fallu se serrer la ceinture pour payer l'addition, vous êtes parti à la retraite. Et aujourd'hui, votre niveau de vie dépasse celui des actifs. Et qui doit payer la facture ? Eh bien, les jeunes générations. Imaginez-vous qu'en France, chaque nourrisson naît dans son berceau avec une dette de 30 000 € à rembourser. C'est la première génération à laisser aux générations suivantes une situation et des perspectives de vie adulte moins prospères que la leur. Vous vous rendez compte de ce que les jeunes populations se prennent comme condition de démarrage de leur vie à cause des choix politiques et des choix idéologiques faits par les seniors classe moyenne supérieure. Si vous n'avez ni piston, ni héritage, ni rente accordée par papa-maman quand vous avez autour de 25 ans, ça va être très très difficile d'atteindre le même niveau qu'eux, il faut être clair. Et donc on se retrouve dans une situation qui est quasiment de l'ordre de la reconstitution d'aristocratie. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont à leur disposition l'héritage, les pistons, et la rente accordée par leurs aînés. Et puis il y a ceux qui n'ont pas accès à ça parce que leurs parents ne sont pas en mesure de leur donner ça. Et donc eux, ils vont être dans la galère et dans le risque de déclassement, le risque élevé de déclassement. Ah oui, bien sûr. Notre jeune entrepreneur, lui,
est plutôt à l'abri du déclassement. Ses parents ont assez de ressources pour lui éviter ça. Alors, Martin, s'il te plaît. C'est pourquoi ça? C'est pour nettoyer, reboucher les trous, peindre. Bon, monsieur est content de déménager, il m'a même pas dit bonjour. Très. Bon, je pense que le canapé, on viendra le chercher après. Il est immense, ce canapé. Sans leur soutien financier, l'entreprise de Martin n'aurait peut-être pas fait long feu. Mais sa mère, décoratrice, et son père, expert comptable à la retraite, le soutiennent les yeux fermés. Il apprend la vie, il a appris à constituer une société, il apprend à animer une équipe, il apprend à parler en public, il apprend à s'exprimer correctement, il apprend à écrire, il apprend à communiquer. C'est tout ce qui est essentiel dans l'existence pour faire quelque chose. Vous comprenez ce qu'il fait ou pas? Pas complètement, non. Non, c'est-à-dire que ça va un peu dans tous les sens. Et petit à petit, on voit les choses se dessiner. Mais sinon, dans le détail, non. Non, vous savez, moi, je suis passionné par les abeilles, par la généalogie, par toutes sortes de choses. Voilà. Bon. J'ai travaillé presque 50 ans. Et donc là, non. Non. Je prends le carton là pour le mettre dans ma voiture. Vous pouvez me laisser, s'il vous plaît? Sans problème. Oh, c'est lourd. Je fais un peu comme je veux. C'est-à-dire que c'est ma vie. Un peu comme tu veux. C'est ma vie. Dans la mesure où tu nous demandes de venir te déménager, eh bien, tu me laisses faire Mais c'est aussi. mon organisation, c'est mon appartement, c'est là où je vais mettre les c'est oui. ton appartement. Oui, financé par vous, bien évidemment, mais c'est là où je vais mettre mes affaires, on où peut je vais pas en placer. m'organiser de ma manière. Voilà, vous l'avez dans C'est toute pas- sa c'est splendeur. pas- C'est pas ton organisation. Depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il nous fait chier. Mais Martin, il sait pas se lever le matin, il sait Mais pas... il sait pas se lever, mais ça va pas ou quoi? Mais t'étais toujours en retard pour aller... Mais je suis pas en retard quand ça m'intéresse, je suis en retard quand ça m'intéresse pas et ils écoutaient. Ah ben voilà, ça je suis d'accord. Et ils écoutaient pas ce que je voulais dire, qu'ils allaient se Mais faire c'était foutre. pas ton rôle. C'est un nouveau barbare. Ah! C'est un nouveau barbare. Il n'obéit à rien, il ne veut pas de contraintes, il veut pas être... il n'est pas possible qu'il soit salarié. Il est allé chez mes clients, chez quelques-uns de mes clients de très belles entreprises. Hein. C'est tout juste s'il n'a pas foutu la révolution là-dedans. Je dis, c'est un barbare. Pourquoi la révolution? Parce qu'il était d'accord sur rien, alors que c'est pas lui qui décidait, il était simplement stagiaire. Hein. Et il pensait mieux que le dirigeant de l'entreprise, il avait plus d'idées, il faisait pas bien, etc. Donc c'est tout juste s'il voulait pas remplacer le dirigeant de l'entreprise. C'est que des contraintes, il y a des règles et des machins, tu fais pas comme tu veux, t'as pas de créativité, on te brime, on te dit tu fais une tâche, c'est répétitif, c'est chiant, on s'éclate pas, et franchement ça m'emmerde. Voilà. Eh ben voilà, c'est dit. On est où chez moi? Là, c'est la pièce principale. Donc, on va mettre les bureaux de Sansa et puis le salon pour se réunir. Ça, c'est ma chambre. Mais le truc que je préfère, en fait, c'est ça. C'est le petit jardin où on peut... c'est plus calme. Et comparé au précédent appartement, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et alors, quel est le loyer ici? 1100 €. 1100 € pour combien de mètres carrés? 43 ou 42 mètres carrés. D'accord. Donc c'est vous qui financez intégralement. Martin, toi tu mets de ta poche ou pas du tout? Déjà, je vais mettre de ma poche, puisque l'idée, c'est de contrebalancer. C'est-à-dire que ce qu'il me donne, en fait, il le diminue et que moi, je prenne mon autonomie. Et ensuite, l'idée, c'est que ce soit Sansa qui paye à un moment aussi une partie du loyer, puisqu'on va mettre les bureaux ici. Ça, c'est sa technique. C'est-à-dire Personne n'y a rien compris, mais il n'a rien payé. C'est pas donc pour l'instant il met rien. Non, il met rien. J'ai pas de revenus, non, mais enfin si, j'ai des revenus. Ça commence. Ça commence. On lui dit une fois sur deux que ça ne durera pas éternellement, histoire qu'il n'oublie pas. Hein. Mais ce qui est important, c'est les valeurs, c'est de donner du sens. Parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent... Ben, c'est pour vivre aussi. Ouais, non, t'es bien content. Non, il y a la... Non.
L'argent, c'est un moteur, mais c'est pas ce qui définit ce que tu es dans la vie. Oui, mais... Enfin, bon, ça, toutes ces belles théories, moi j'en ai eu autant quand j'avais 20 ans ou 21 ans. Ces théories, si tu me permets de parler, toutes ces théories, les jeunes, chaque génération, ils les ont. On ne peut pas nous reprocher aujourd'hui, quand on a 60 ou 70 ans, que toute notre vie on ait travaillé et qu'on profite de l'accumulation lente mais régulière que l'on a réalisée pendant notre vie. Si aujourd'hui on est plus aisé, c'est simplement qu'on a résolu le problème de notre logement, on est propriétaire, tous les besoins que l'on avait sont maintenant satisfaits, et par conséquent, on vit avec ce que l'on a accumulé progressivement. Bon, quand on est jeune, on n'a rien accumulé d'ailleurs, on le voit bien. Quand il déménage, il suffit d'une petite bagnole pour le déménager. Nous, s'il fallait que nous déménagions, il faudrait 3 camions. Bon, c'est ça la différence. Comment tu ferais sans tes parents? Bah, je sais pas. Mais il y a bien une solution sinon, mais. Je sais pas.